Et on m'avait demandé, les organisateurs m'avaient demandé d'animer un atelier d'urgence chirurgicale pédiatrique, et on avait réfléchi tous à l'équipe comment faire, plutôt que de venir donner des cas ou bien monopoliser la parole. Donc on a préféré faire un atelier de toute l'équipe, et chacun d'entre nous et plutôt aussi de parler des urgences qu'on rencontre le plus souvent, on va vous faire vivre des cas qui nous ont posé un problème pendant notre pratique. Donc sans tarder, je vais commencer par le premier malade. Donc un enfant de 16 ans qui s'est présenté pour un ictère cutané muqueux. Donc à votre avis, donc on va commencer par se poser les questions. Qu'est-ce qu'il a, cet enfant? Et pour les antécédents, on avait trouvé que c'est un enfant qui était bien vacciné, qui n'avait pas de cas similaires dans la famille d'ictère, il n'est pas connu d'ictère, il n'avait pas de notion de traumatisme abdominal, ni trouble digestif, ni problème d'hémorragie digestive, et il n'y avait pas d'éruption cutanée muqueuse. Son histoire de la maladie, c'est une symptomatologie qui s'est installée 1 mois par l'installation progressive d'un ictère cutané muqueux avec des selles décolorées, des urines foncées associées à un prurite généralisé et des douleurs au niveau de la région épigastrique avec des douleurs de l'hypocondre droit. Le tout évoluant dans un contexte d'apérexie et de conservation de l'état général. Donc, si je vous pose la question, à quoi vous pensez dès maintenant et qu'est-ce que vous faites? Oui. Il y a des signes de cholestase. Oui. Les voies biliaires, ça veut dire qu'il y a un obstacle des voies biliaires. Il y a aussi des signes de douleur épigastrique. Ça veut dire qu'il faut chercher à ce niveau, est-ce qu'il y a un processus ou là quelque chose qui comprime les voies biliaires, ou des pathologies, par exemple, malformatives, qui peuvent donner un étirement des voies biliaires, qui peuvent parfois donner un ictère cholestatique. Mais l'essentiel, c'est un obstacle. Il faut faire une échographie, et sinon compléter par un scanner qui étudie les voies biliaires, parfois bili-IRM. D'emblée, biliaire. Non, échographie. Oui. Très très bien. Ben voilà, on va commencer, on va dire petit à petit biologiquement, oui. Très bien. Ben, alors, je vais vous donner ce qu'on a trouvé dans l'examen clinique. Donc, c'était un patient qui était en bon état général, d'accord? Il n'y a pas eu d'altération de l'état général. Il n'était jamais fébrile, donc 37,7. Il avait un ictère cutané muqueux généralisé avec un abdomen souple, pas de masse palpable. Pas d'hépatomégalie, pas de splénomégalie, pas de lésions suspectes. Et l'examen retrouvait des selles qui sont selles mastiques blanchâtres. Le reste de l'examen était sans particularité. Donc, je vous donne la conclusion. Donc, c'était un ictère chez un garçon de 16 ans qui évolue depuis 1 mois avec un prurite généralisé, des douleurs épigastriques, le tout avec conservation de l'état général et apérexie. Alors, c'est quoi vos principaux diagnostics ou hypothèses diagnostiques plutôt? On va penser déjà pour être orienté vers le bilan et voir si on va faire le bilan biologique en premier ou bien, comme vous avez dit tout à l'heure, l'IRM. Il n'a pas eu de douleur. Il n'a jamais eu de douleur. Non. Donc, ce n'est pas une migration d'un calcul qui... Jamais de colique hépatique. Une hépatite, oui. A priori, même si les signes cliniques, ce sont des signes cliniques de cholestase, il manque l'hépatomégalie. Une cholestase qui évolue depuis 1 mois, il y aurait une hépatomégalie. Moi, dans un premier, il y a la conservation de l'état général. Une cholestase qui évolue depuis 1 mois, qui ne complique pas d'angiocolite, sauf si l'obstacle est incomplet. Dans un premier temps, je commence par un bilan biologique. Bilirubine, transaminase, même une hépatite cholestatique, elle peut donner le même tableau. Oui, d'accord. Donc, votre diagnostic? Hépatite. Une hépatite cholestatique. D'accord. Donc, cause médicale. Cause médicale, exactement. Non, pas de notion de prise médicamenteuse.
Puisque ça a été présenté par un chirurgien, on doit penser à une cause Non, chirurgicale. si c'est présenté par un chirurgien, c'est parce qu'il est passé avant par un médecin, par un pédiatre. C'est vrai pour l'hépatite, mais l'âge 16 ans, si c'était effectivement 7 ans, 8 ans, c'est l'hépatite A jusqu'à preuve du contraire. Mais déjà à 16 ans, c'est rare l'hépatite A. Mais la prérite, ça veut dire qu'il y a un problème, il y a un obstacle des voies. Ça, c'est sûr. Ça, par la suite, c'est l'origine. Ça peut être des cas rares, par exemple, par exemple, des parasites parfois qui peuvent entrer dans les voies biliaires, ou ça peut être un problème malformatif qui est révélé à cet âge. L'essentiel, il y a un obstacle, c'est un problème de chirurgien. Oui. Oui. Peut-être un kystidatique. Ben voilà, puisque je suis chirurgien, ça peut être un kystidatique. Oui. Pourquoi pas? Oui. C'est aussi la maladie de Caroli. Oui. Donc une malformation des voies biliaires. Oui. Donc, oui. D'accord. Donc on est parti. Donc on est resté quand même. Oui. C'est vrai qu'on est des chirurgiens. On l'a reçu en tant que dans les urgences chirurgicales et on est parti vers l'écho chirurgicale, mais on pense toujours comme on a. Ce malade-là, on l'a longuement discuté entre nous, entre pédiatres et entre chirurgiens. Alors, donc les causes qui nous ont posé problème, donc on a pensé effectivement à un kystidatique rompu dans les voies biliaires, puisque le kystidatique, il sévit, on le retrouve, on voit beaucoup de malades avec des kystidatiques et qui peut se rompre, et donc il évolue en bon état général. Donc c'est légitime de penser au kystidatique. On a pensé aussi à la lithiase de la voie biliaire principale, bien qu'il n'y ait pas de colique hépatique. On a pensé à la dilatation congénitale de voie biliaire, bien qu'il ait 16 ans, parce que 16 ans, en général, on pense à tout ce qui est malformatif vers la période de la petite enfance, plutôt que 16 ans. Et on est resté aussi peut-être une compression extrinsèque de la voie biliaire, tumorale par la tête du pancréas, mais c'est vraiment le dernier des diagnostics, ou bien un problème vasculaire comme un cavernon portal, ou bien un faux kyste du pancréas, bien qu'il n'y ait pas de notion de traumatisme au niveau abdominal. Donc un faux kyste du pancréas qui comprime la voie biliaire va nous donner pratiquement la même chose, mais on va retrouver la notion de traumatisme, chose qu'on ne retrouve pas ici. Les causes médicales, donc bien sûr on a pensé à la cholangite sclérosante, une hépatite aiguë virale ou toxique ou médicamenteuse, bien que la notion n'ait pas été précise, mais on ne sait jamais avec les patients, ou bien une hépatite auto-immune, bien sûr, une pancréatite auto-immune et une cholestase récurrente bénigne, c'est vraiment des diagnostics, des derniers diagnostics auxquels on a pensé, mais on a pensé plus à tout ce qui est compressif, vu que c'est un ictère cholestatique clinique. Alors, est-ce que je peux avoir un autre micro? Merci. Très très bien. Donc on a commencé par un bilan biologique. D'accord? Donc une numération qui retrouve une hémoglobine à 12, une bilirubine totale à 241 avec une bilirubine directe de 212, phosphatase alcaline 5 fois la normale, les azatalates 3 fois la normale. Donc c'est une cholestase biologique avec cytolyse hépatique. D'avoir un problème d'hémostase sur un problème... Le bilan d'hémostase a été demandé. On a juste, on pas, pas. oui. Oui, mais... Comme on est des chirurgiens, donc on l'a pas trouvé. Mais bon, de le mettre ici. Parce qu'il faut parfois donner non, la le TCK, K. TCK est normal, le 26. Mais le bilan d'hémostase, il est correct. Oui? Oui, d'accord. Une écho abdominale. Alors, l'échographie abdominale n'a pas été faite. Le médecin qui l'a vu en premier a jugé bon de faire un scanner directement. D'accord? Et donc, le scanner retrouve une dilatation kystique du cholédoque avec une dilatation de la voie biliaire principale et de la voie biliaire intraprincipale en amont. Mais il faut revenir au radiologue, relecture parfois, c'est... D'accord? D'accord, C'est oui. possible. Ça peut être une dilatation congénitale, oui. Ce qui est contre, je veux dire, c'est l'âge. Parce qu'une dilatation congénitale, elle aurait fait parler d'elle-même au bout de 16 ans. À un moment ou à un autre, on aurait eu des douleurs abdominales, on aurait eu un subictère, on aurait eu un épisode d'ictère cholestatique quand même.
dilaté. Sans calcul. Pourquoi une biliaire? Pour avoir plus de détails, parce que c'est l'examen qui est. On a l'impression que l'obstacle est au niveau de la fin de la voie biliaire principale, donc au niveau du sphincter de dit, donc il faut étudier cette zone. Très très bien, oui. Bien, alors une BIRM, voilà, a été faite et retrouve un processus. Je sais pas si. Non, oui. Donc elle retrouve la dilatation de la voie biliaire extra-hépatique avec la dilatation aussi des voies biliaires intra-hépatiques et parle d'un processus lésionnel de la tête du pancréas qui mesure 36 x 40 mm, fortement infiltrant avec une dilatation importante de la voie biliaire principale, la voie biliaire intra-hépatique d'amont. D'accord ? Donc moi je m'arrête sur ça pour dire que chez cet enfant, il serait été souhaitable de faire l'échographie en premier et après faire l'IRM plutôt que de l'irradier en TDM et ne pas avoir le diagnostic. Malheureusement, maintenant, on voit que de plus en plus, le scanner, il est fait d'emblée, et ce qui est, on va dire, malheureux, parce que ça se fait chez des enfants, il est irradié. Plutôt, il faut penser à revenir à l'échographie, et s'il y a un bilan à faire, après, c'est l'IRM. Il faut privilégier l'IRM plutôt que de irradier un enfant. C'était quoi comme tumeur? Au scanner, ce n'était pas visible. Au scanner, ils n'ont pas parlé de processus lésionnel, ils ont parlé juste de la dilatation. C'est pour ça qu'on est resté sur notre faim et on se posait la question, comment on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce que c'est quoi cette dilatation? Pourquoi il y a cette dilatation? Est-ce que c'est de la congénitale tout court? Est-ce que c'est de l'obstruction? Est-ce que c'est une lithiase qui est passée inaperçue? Est-ce que c'est un kyste grand peu quand même? Donc on est resté sur notre faim et c'est pour ça qu'on a poussé à faire une IRM. Donc, la conclusion radioclinique, donc c'était un garçon de 16 ans avec un ictère cholestatique, avec cytolyse hépatique, et le scanner, l'IRM pense à processus lésionnel de la tête du pancréas, bien sûr avec dilatation biliaire et bon état général. Maintenant, se poser le problème, c'est quoi ce processus lésionnel? S'agit-il d'une tumeur maligne, tumeur bénigne, autre chose? Surtout qu'il a une conservation de l'état général, qu'il a 16 ans. Donc, on a commencé à discuter un peu avec les radiologues et tout, et on s'est dit peut-être que c'est une tumeur du pancréas qui soit primitive ou métastatique, bien qu'elle soit très rare à cet âge. On la voit plutôt chez l'adulte plutôt que chez l'enfant, mais comme il avait 16 ans, donc on s'est dit, est-ce que c'est peut-être ça? Ou bien un cholangiocarcinome, ou là un ampoule ovarien, ou bien tout simplement une dilatation kystique de la voie biliaire. Donc, comme il avait un ictère cholestatique, comme il avait un prurite, comme on voyait qu'il souffrait, donc on a discuté, on a longuement discuté, même avec les chirurgiens viscéralistes adultes, et on s'est dit, on va faire une dérivation déjà pour le soulager, et faire aussi une biopsie de cette masse et voir l'origine. Donc, chose qui a été faite. Donc, et à l'exploration, on retrouvait une masse au niveau de la tête du pancréas et du queue de pancréas, qui était une masse qui était dure, que prenant toute la tête avec l'ensemble de la queue du pancréas. Et on a fait plusieurs biopsies à plusieurs sites avec une dérivation, juste pour dépasser et voir par la suite qu'est-ce qu'on va faire, entre bien sûr la voie biliaire principale et le duodénum. Et l'anapathe revient pancréatite chronique, d'origine auto-immune avec cholécystite chronique. Pas de malignité. On est resté ébahi devant On a redemandé une relecture. Comment ça se fait? Il nous a dit, c'est ça. Donc, c'est un problème auto-humain. Et c'est pour ça qu'après, on a transféré l'enfant au pédiatre et avec les médecins de médecine interne, parce que c'est eux qui font l'auto-humain plutôt que nous. Voilà. C'est le fait qu'il y ait la pancréatite auto-immune qui a fait que ça a augmenté la taille du pancréas. Et c'était une masse, vraiment une masse dure. Et c'est elle qui a fait la compression sur la voie biliaire extra-hépatique et par la suite intra-hépatique. Et qui nous a donné tout le tableau. Pardon, comment Pardon. La tête, queue, tout le pancréas pratiquement. Ouais. Élevé, très élevé. Comment expliquer le résultat de la lipase au début? Ils sont élevés. Est-ce qu'on était obligé, d'aller ouvrir aussi? Le premier bilan, elle était à 17. Il y a un bilan, le premier bilan, vous avez montré une lipase presque normale.
C'est la question qu'on s'est posée nous aussi. Pardon, moi j'ai juste une petite question pour vous. Est-ce qu'on était obligé d'aller opérer et dériver? Est-ce qu'on ne pouvait pas atteindre le pancréas pour avoir cette, par voie endoscopique, pour avoir la preuve? Parce que finalement, tout le pancréas était pris. Et il était en bon état général. Je veux dire que quelque chose de métastatique, de carcinome. Moi, j'aurais dit un focus du pancréas avec un coup de guidon qui serait mal passé, qui serait modifié, etc., vu son état. Mais, dans un focus de pancréas, on aurait une lésion qui sont kystiques. Oui. Ou bien kystique, plutôt Oui. que là, c'est un processus qui est vraiment, c'est du Et donc, parenchyme. par voie endoscopique, Et on peut pas arrivait, l'atteindre. c'était pas, il n'y avait pas la possibilité. On a discuté cette éventualité. Moi, j'étais partie pour faire juste la dérivation, vraiment dériver la vésicule biliaire. Et par la suite, on m'a dit non, on va faire une dérivation interne, autant en profiter et faire la biopsie en même temps. Non. Des douleurs, vous voulez des douleurs articulaires ou autre chose, ou d'autres signes auto-humains? Non. Est-ce qu'il y a des cas? Non, je ne peux pas vous dire. Non. Pour l'instant, il est toujours suivi en médecine interne. C'est en train de faire toute la batterie des bilans. Moi, je reviendrai juste sur cette origine auto-immune. Sur quels critères est-ce que l'anatomopathologiste a évoqué l'origine auto-immune? Sur quels critères? Qu'est-ce qu'ils ont trouvé pour pouvoir dire que c'est auto-humain? Pardon? En médecine interne, ils ont complété par le bilan immunologique. C'est-à-dire? Avec les immunoglobulines qui sont revenus positifs. Les immunos? Les anticorps et les différentes immunoglobulines, ils étaient positifs en médecine interne. Et toujours l'enquête étiologique, elle est en cours. Et dans la description de l'anatomopathologie, il y avait un infiltrat lymphoplasmocytaire de grande abondance avec des remaniements inflammatoires très importantes. Donc pour lui, il ne pouvait pas conclure à une pancréatite chronique normale, simple plutôt. Donc il était nécessaire d'évoquer l'origine auto-immune. Et c'est pour cela que toujours on est en cours de bilanter le malade dans ce sens. Donc on attendra peut-être l'année prochaine pour avoir la suite. Hein. Mais oui, sinon, peut-être la prochaine fois. On peut toujours vous donner les résultats par la suite. Ça, ils reviendront pour le prochain atelier. Donc oui, bien sûr. Sur leur cas. Bien, alors j'enchaîne avec, comme c'est Selma qui avait la parole, donc elle terminera les autres cas. Alors, je continue avec les cas cliniques. Et notre deuxième cas clinique, il s'agit d'une patiente âgée de 12 ans et qui s'est présentée pour une douleur abdominale aiguë localisée au niveau de la fosse iliaque gauche, plus fièvre. Donc, alors dans ses antécédents dans l'interrogatoire, il était issu d'une grossesse menée à terme, rien de particulier, vacciné selon le programme international, national de vaccination, suivi pour constipation chronique depuis l'âge de diversification et pour lesquels il recevait des traitements un traitement médical et des lavements à multiples reprises, non encore ménarche, il n'y avait pas d'antécédents toxico-allergiques et elle était déjà opérée pour une fistule anale à l'âge de 2 ans. Alors, comme antécédent médical, il avait une histoire de constipation chronique chez un cousin de 1er degré. Donc, son histoire, c'est une douleur abdominale aiguë localisée au niveau de la fosse iliaque gauche, évoluant depuis 24 heures associée à un épisode de vomissement alimentaire, sans autres signes associés. Le tout évoluant dans un contexte de sensation fébrile et de conservation de l'état général. Donc, à votre avis, vous pensez à quoi comme diagnostic? Okay. Un fécalome. Une maladie d'Hirschsprung. Oui, un processus infectieux tel que quoi?
Alors, pour répondre à vos questions, on va partir sur l'examen clinique. Et donc, l'examen général, la patiente, elle était stable sur le plan hémodynamique et respiratoire, normocardopnéique, normotendu. Elle était fébrile à 38,5. Et il n'y avait pas de signe de déshydratation. Ses conjonctives étaient normocolorées avec un poids de 35 kg et une bandelette urinaire négative. Le reste de l'examen, il était sans particularité. L'examen abdominal, qu'est-ce qu'il a retrouvé? Il a retrouvé une défense abdominale localisée au niveau de la fosse iliaque gauche avec une sensibilité hypogastrique. Il n'y avait pas d'autres masses palpables, pas de splénomégalie ni d'hépatomégalie, orifice herniaire libre, pas d'adénopathie inguinale. Le reste de l'abdomen, il est souple. Et à l'examen périnéal, c'est une fille âgée de 12 ans, donc il faut insister sur l'examen périnéal et ne pas l'oublier. Donc un orifice vaginal normal avec un hymen qui était perforé, un orifice anal qui était antéposé et au toucher rectal, il y avait une ampoule qui est pleine de sel dur, pas de masse palpable. Le reste de l'examen somatique était sans particularité. Donc en conclusion, c'est une douleur abdominale aiguë localisée depuis 24 heures, plus des vomissements alimentaires chez une fille de 12 ans, connue constipée chronique et chez qui l'examen clinique trouve une défense abdominale de la fosse iliaque gauche avec sensibilité hypogastrique, orifice anal antéposé et le tout évoluant dans un contexte de fièvre chiffrée à 38,5 et de conservation de l'état général. À ce stade, à quel diagnostic vous pensez en premier? Ok. Vous pensez à une appendicite? Je pense à une appendicite, même si c'est à gauche, et je pense que j'ai tort. Une torsion de l'ovaire. Donc, l'urgence, c'est d'éliminer en premier une torsion de l'ovaire. Vous avez pensé à une appendicite. Quoi d'autre comme diagnostic? Une diverticulite. Mais on avait... Ok. Oui. Ok. Alors, on passe. Donc, nous avons pensé en premier à une torsion de l'ovaire gauche. Alors, sur une tumeur bénigne, notamment un tératome ou un kyste fonctionnel de l'ovaire. On a pensé... Oui, elle était fébrile, même si on peut avoir la torsion, elle peut vous donner un fébricule plutôt à 38, oui. Excusez-moi. Oui. Moi, j'ai une petite question pour vous. Oui. Pourquoi le toucher rectal? Parce que nous, en tant que pédiatre, on dit qu'il ne faut pas faire de toucher rectal chez l'enfant. Et ça ne vous rapporte rien. Et donc, moi, j'insiste et je le dis à chaque fois aux résidents. En matière, alors, s'il ça vous plaît. rapporte des selles, on le sait, à l'examen, tu sais qu'elle est constipée chronique. Donc, quand on veut faire un toucher rectal, moi, c'est un message que je veux passer aux jeunes, parce que nous, en pédiatrie, on ne le fait pas. Oui. Alors, on ne le fait strictement pas. Même, donc, c'est... Alors, nous, pour comme étant parce que chirurgien... ça rapporte ça rapporte pas grand-chose. Non. Alors, alors, nous, pour le toucher rectal, il a ses indications. Ok. Alors, là, on est devant une fille âgée de 12 ans. Il peut y avoir une masse abdominopelvienne. Donc, il faut faire un toucher rectal pour voir la localisation de la masse, voir est-ce qu'elle est douloureuse, est-ce qu'elle est pré-sacrée ou rétro-sacrée. Donc, pour pré-rectal ou bien rétro-rectal, pour préciser sa localisation et avoir une idée sur le plan clinique de sa nature. Je ne suis pas d'accord parce que... Excusez-moi, pour le toucher rectal chez l'enfant, on le fait lorsque l'on s'attend à quelque chose qui n'est pas subjectif, que ce n'est pas l'enfant qui va nous dire qu'est-ce qu'il ressent ou quoi que ce soit. Mais lorsqu'on va chercher un fécalome, une masse pelvienne, etc., on peut le faire. Parce que c'est nous qui allons l'interpréter, ce n'est pas l'enfant. Excusez-moi, je vais intervenir. Le toucher rectal, c'est vrai, il est douloureux. Et nous-mêmes, on dit aux résidents ou même aux internes, ne faites de toucher rectal que s'il y a une indication. Si je veux voir le comblement de cul-de-sac, le bombement du cul-de-sac, je vais faire le toucher rectal. Si je veux chercher une tumeur, est-ce qu'elle est rétrovésicale, je vais faire le toucher rectal. Si j'ai un élément de plus, mais si juste pour le faire, non. Ce n'est pas du systématique. C'est vraiment des indications bien précises. Et des fois, il nous rend service. Des fois,
On est obligé de le faire, on est obligé de voir est-ce que c'est une tumeur qui est rétro-rectale, pré-rectale, comment il est, l'ampoule rectale, comment il est-ce qu'il y a un polype, des fois on a des hémorragies digestives. Donc c'est vraiment des indications précises. Oui, mais les investigations, ils doivent être orientées. Non. Il nous rend service et il nous oriente vers les investigations. Plutôt que d'aller faire un scanner, moi je préfère faire le toucher, voir, localiser la masse où est-ce qu'elle est et aller faire une IRM plutôt que de... Donc orienter, on est vraiment... Il nous oriente. Alors, on revient à notre cas clinique. Oh, alors, c'est pas pédagogique. Oui. Excusez-moi, on vient de voir juste dans le cas précédent que la radiographie n'était pas toujours fiable. Donc, il faut toujours être clinicien d'abord, puis ensuite avoir recours aux examens paracliniques. Et puis, les examens paracliniques ne vous donneront pas la consistance de la masse. D'accord ? Les radiologues ont toujours besoin qu'on les oriente et il faut toujours essayer de rester clinicien. Donc, si l'état de l'enfant le permet, si l'âge de l'enfant le permet, un toucher rectal fait avec le petit doigt permettra d'être d'une très, très grande aide. D'accord. Juste revenons au cas... Oui, elle a 12 ans. Oui, on explique le geste avant de... Est-ce qu'on peut revenir à un cas clinique ? Est-ce que je peux revenir au cas clinique ? Oui. On revient à notre cas clinique, s'il vous plaît. Juste, vous avez parlé des données, ça veut dire la constipation. Vous avez parlé d'un problème de la position de l'anus, on t'est posé. Est-ce qu'il y avait un problème de rachis ? Il n'y avait pas l'examen neurologique, il était normal. D'accord, parce que parfois, il y a le syndrome de Currarino, oui. parfois, qui peuvent effectivement donner ce tableau clinique. Oui. Oui. C'est une douleur aiguë. Oui. Il y a une antéposition anale. Quel est le degré de cette antéposition ? Et cette petite fille a été opérée pour fistule aussi. Elle était opérée pour une fistule périanale. Parce qu'on peut évoquer une malformation anorexale basse, une perforation diastatique en amont d'un obstacle. Et alors qu'on part vers des étiologies qui n'ont pas de rapport avec l'examen. Moi, je pense qu'il faut d'abord insister sur cette position anale et cette fistule. Est-ce que c'est pas autour de ça qu'il faut chercher une étiologie ? Alors, l'histoire de sa constipation chronique, elle peut expliquer la notion de la malposition de l'anus, un anus qui est antéposé. Et la fistule périanale aussi, avec l'histoire de constipation, elle a toujours une constipation qui est chronique, avec les lavements. Et donc, elle est exposée à faire des abcès périanales, voire une fistule périanale. Mais pourquoi on a évoqué la torsion ? Parce que c'est une défense de la fosse iliaque droite. Est-ce que vous pouvez éliminer de la fosse iliaque gauche ? Est-ce que vous pourriez éliminer une torsion ou pas, annexielle ? Non. Donc là, il faut partir d'un point de vue urgence et hiérarchiser les urgences. Donc, alors qu'est-ce qu'on va demander comme examen paraclinique ? Une échographie abdominale qui a noté une agglutination des anses grêles apéristaltiques au niveau de la fosse iliaque gauche, avec des ovaires d'aspect normal. Et là, on va éliminer le diagnostic de torsion et un épanchement péritonéal au niveau de la fosse iliaque gauche légèrement échogène. Donc, il n'y avait pas de visualisation de l'appendice. Donc, vous pensez... OK. Alors, on a complété. Il n'y avait pas de visualisation de l'appendice. On avait juste une agglutination des anses grêles avec un épanchement au niveau de la fosse iliaque gauche. Et donc, il n'y avait pas d'autres éléments de plus pour nous orienter. Et donc, on a demandé, il y avait une indication à faire un scanner pour une meilleure caractérisation. Et donc, le scanner...
voilà les images du scanner. Je vous montre l'aspect. Là, vous voyez, c'est le côlon sigmoïde avec un fécalum qui est énorme. Et à son côté, on voit une agglutination des os à ce niveau qui, avec un sécom qui est visualisé, donc un volumineux fécalum sigmoïdien compressif avec un côlon droit non retrouvé à droite, le sécom latéralisé à gauche, un appendice non visualisé avec des vaisseaux mésentériques qui étaient perméables et non tordus, une agglutination des anses grêles apéristaltiques avec un épanchement péritonéal échogène au niveau de la fosse iliaque gauche plus une infiltration graisseuse, avec une urétéronéphrose droite sans obstacle mis en évidence et elle était secondaire à la compression. Et donc, avec un bilan infectieux qui était positif avec 14 000 de blanc, prédominance polynucléaire neutrophile, à une CRP qui est très élevée à 132. Donc, on a conclu un plastron appendiculaire abcédé au niveau de la fosse iliaque gauche sur malrotation intestinale à type de mésentère commun complet chez une fille de 12 ans. Et là, l'intérêt de la question, c'est, ou bien de notre cas clinique, c'est de vous rappeler que la pathologie de l'appendicite aiguë, elle est sujette à un polymorphisme clinique très important. Et donc, gardez toujours à l'esprit d'évoquer une appendicite devant une douleur abdominale, quelle que soit sa localisation, pour rebondir sur les variations anatomiques et l'embryologie de l'intestin. Donc, on a là notre conduite à tenir pour le patient, on l'a admis pour une palpation. Et donc, c'était un plastron appendiculaire retenu. On a traité médicalement avec les moyens physiques, vessie de glace, avec une triple antibiothérapie et un lavement pour soulager la boucle, soulager la patiente. Et donc, il a eu une bonne évolution avec régression de la douleur. Il était apéritique au bout de 48 heures. Et la patiente, elle était gardée sous antibiotiques en intraveineux pendant 11 semaines, déclarée sortante, puis continuée avec une antibiothérapie par voie orale pendant 15 jours. Et dans 2 mois, la patiente, elle revient avec la même symptomatologie. On n'a pas enlevé, on n'a pas opéré. On n'a pas opéré la patiente, on n'a pas opéré, on a traité médicalement. Normalement, quand on a un plastron appendiculaire, on laisse il y a une inflammation, il y a un risque de perforation et donc on touche pas aux os, on traite médicalement avec les moyens physiques qui aident beaucoup. Et après, la patiente elle a présenté la même symptomatologie, donc on a admis la patiente pour une appendicectomie et les suites opératoires étaient simples. Donc, c'est une malrotation intestinale. Oui, mais qui est non pathologique. C'est une malrotation intestinale, un mésentère commun complet. Complet, c'est non pathologique. Non, mais vous avez tout l'intestin à gauche et le grêle à droite. Il ne faut pas faire une fixation pour Non, non, non. Une torsion, on le met en mésentère commun complet. En fait, la position de mésentère commun complet, c'est la non-rotation de l'intestin primitif. Et là, il n'a pas subi de rotation pour arriver de la fosse iliaque gauche jusqu'au niveau de la fosse iliaque droite. Non. Mais on allait voir de toute façon un fécalum. Alors, le stercolite, il n'est pas toujours visualisé. Juste pour vous rappeler qu'on va reprendre les minutes qu'on a. Oui. Oui. On n'a pas demandé d'ASP. Est-ce que, s'il vous plaît, est-ce que cet enfant il a été adressé du privé vers l'hôpital ou bien il s'est adressé aux urgences directement? Et est-ce qu'il a eu droit à une réponse, c'est-à-dire à un courrier, parce qu'on apprend beaucoup de ce qui se passe et on ne sait pas les moyens des CHP. Malheureusement, on souffre en périphérie de ce problème-là. Alors, la patiente, elle a été adressée effectivement d'une structure privée et on a fait le retour à son chirurgien qui l'a adressée.
On n'a pas opéré la patiente. C'est par la suite. C'était en faveur d'une appendicite. Oui, effectivement, mais il n'y avait pas, c'est une douleur. Non, on n'a pas pensé initialement à un Crohn. OK? Alors, on passe à notre troisième cas clinique, s'il vous plaît. Alors, s'il vous plaît. Alors, on passe à notre troisième cas clinique. C'est une fille Malek, âgée de 9 ans, originaire et résidente à Marrakech. Elle est née d'une fratrie de 3, issue d'un mariage non consanguin et qui se présente aux urgences pour une douleur abdominale chronique plus une voussure épigastrique. OK. OK. Alors, ces antécédents anémie diagnostiquée, s'il vous plaît. Alors, ces antécédents, une anémie diagnostiquée et traitée en 2020, épisode d'épistaxis traité par cautérisation par un ORL, pas de notion de traumatisme abdominal antérieur, elle n'est pas connue vomisseuse chronique, pas de notion de cardiopathie ni de néphropathie, jamais opérée et pas de cas similaires dans la famille. Alors, ce sont des douleurs abdominales intermittentes, chroniques, évoluant depuis 6 mois, aggravées il y a 2 semaines par l'installation d'épigastralgie intense associée à des vomissements alimentaires et une mise en évidence par la maman d'une voussure épigastrique. Le tout évoluant dans un contexte d'apérexie, altération de l'état général, amaigrissement chiffré à moins de 10 kilos et anorexie importante. Donc, les données de l'examen clinique, alors l'examen général, c'est à part donc le poids qui a un amaigrissement, donc un poids de 27 kg est estimé à moins d'une déviation standard et conjonctive légèrement décolorée. L'examen abdominal, il trouve une voussure épigastrique avec palpation d'une masse de 5 x 3 cm, ferme, légèrement mobile, à surface régulière, bord mal limité, douloureuse à la palpation. Le reste de l'examen, il était sans particularité. Donc, en conclusion clinique, c'est une masse épigastrique douloureuse chez une fille de 9 ans, révélée par une voussure épigastrique et des épigastralgies chroniques évoluant depuis 6 mois, intense il y a 15 jours, le tout évoluant dans un contexte d'altération de l'état général et qui fait d'asthénie profonde, amaigrissement et anorexie. Alors, vous pensez à quoi comme diagnostic? OK. Pour voir si ce n'est pas un double stop. Donc, vous pensez à une duplication gastrique. Quoi d'autre? Un processus tumoral vu l'altération de l'état général. Il faut dire qu'elle n'est pas si altérée que ça. Oui, un trichobézoar. Alors? Parce que là, on raisonnera peut-être plus après une échographie abdominale. Oui, là, il y a une indication à faire une écho et puis après évoquer. Alors, on a pensé initialement comme pathologie infectieuse vu qu'on est dans un pays endémique, un kyste hydatique du foie gauche. Vu le contexte d'altération de l'état général et la masse, pourquoi ne pas évoquer un lymphome gastrique, une tumeur hépatique, une tumeur rétropéritonéale, un neuroblastome médian, voire même un neuroblastome surrénalien, un pseudokyste du pancréas, mais il n'y a pas de contexte traumatique. On a pensé comme pathologie malformative à une dilatation kystique congénitale de la voie biliaire principale. Restez à l'esprit qu'une dilatation, il peut se manifester par une masse abdominale et ça fait partie de sa triade clinique. On a pensé à une masse intragastrique, le trichobézoar gastrique et à une duplication gastrique également. Donc, avez-vous besoin d'autres éléments pour éliminer ou retenir les diagnostics? Déjà à l'interrogatoire, à l'étape interrogatoire. On ne part pas vers les examens paracliniques. On reste des cliniciens, on revient à l'interrogatoire. Les troubles de comportement alimentaire, quoi d'autre? Une trichomanie, trichotillomanie, oui. Alors, on est revenu sur l'interrogatoire avec la maman
Et il y avait un contexte de divorce des parents depuis 6 mois, c'est la même période presque et avec notion de trichouvagie constatée par la maman il y a 5 mois. Donc, le trichobézoar, vous retenez comme diagnostic un trichobézoar avec l'altération de l'état général, avec le contexte clinique. Donc, une échographie abdominale a été demandée et elle a conclu à une masse intragastrique antropylorique hétérogène, atténuante, mesurant 11,7 cm de grand diamètre. Donc, la TDM abdominale, vu que l'échographie n'a pas conclu à un diagnostic précis et n'a pas donné les caractéristiques de cette masse, il y avait une importante distension gastrique avec une formation ovoïde occupant la quasi-totalité de l'estomac. Et donc, vous voyez sur les images, en intraluminal, la partie de la masse qui occupe presque la totalité de l'estomac, et ce qui fait que la patiente elle a des douleurs épigastriques avec des vomissements et elle a une anorexie avec altération de l'état général, fait d'amaigrissement, asthénie, anorexie. Le bilan infectieux, il était presque sans particularité. Et alors, le diagnostic retenu, c'est un trichobézoar gastrique. Alors, conduite à tenir. Premièrement, il faut insister sur la santé mentale des enfants. Oui, la psychothérapie, il faut traiter l'étiologie avant de partir vers le traitement chirurgical. Et je vous montre l'aspect de le trichobézoar avec une partie, plutôt le syndrome de Ruppenzell, avec la partie qui prend la forme du premier duodénum. Ça, c'est un trichobézoar qui prend presque la totalité de l'estomac. Et vous voyez, c'est presque la forme de l'estomac qu'on voit sur l'image. Donc, pour vous rappeler que c'est une concrétion de substances ingérées variées dans le tractus gastro-intestinal, c'est un agglomérat de cheveux associés à des débris alimentaires retrouvés dans le tube digestif et surtout dans l'estomac. C'est une pathologie classique, mais qui reste mal connue auprès des pédiatres et des radiologues. C'est une pathologie féminine. C'est la trichomanie, elle est classée comme un trouble obsessif compulsif, et donc selon le DSM-5, donc selon l'échelle psychiatrique. Et le diagnostic positif, il peut se faire par fibroscopie. Il est dangereux vu la malnutrition et les complications graves qui s'ensuivent, et il faut une approche multidisciplinaire et interdisciplinaire. Et on passe au 4e cas clinique avec Oussadan Joua. C'est la cause, il faut chercher une maladie cœliaque. Parce que c'est la maladie cœliaque qui trouve le trouble de comportement. Et qui, donc les 5 cas qu'on a à Oujda, c'était des maladies cœliaques révélées par trichobézoar. Quelle coïncidence. Non, c'est décrit parce que la maladie cœliaque peut donner des troubles de comportement, c'est décrit dans la littérature. Et les 5 cas... Oui. Oui. Mais... Moi, j'ai une petite question, s'il vous plaît. Si. S'il vous plaît. A-t-on vraiment besoin d'une TDM abdominale ou la remplacer par une fibroscopie? Oui. Alors, la TDM, la fillette, elle avait déjà sa TDM avec elle. Elle est venue, elle est référée avec sa TDM. Mais moi, je pose la question, a-t-on vraiment besoin d'une TDM? Non, il n'y avait pas d'indication à faire une TDM. Comment peut-on avoir la confirmation? On peut faire une fibroscopie. Il y a même une indication à une fibroscopie pour enlever le trichobézoar, mais surtout si elle est de petits volumes. Je pose la question pour l'intérêt Allez. de la discussion. Oui. Juste pour revenir, excusez-moi, juste pour revenir sur la TDM, des fois on va être obligé de faire la TDM pour voir l'étendue
pour voir où est-ce qu'il arrive, pour avoir une cartographie pour l'opérer. Est-ce qu'on va s'arrêter au niveau de l'estomac, etc. D'accord, on peut voir l'étendue. Allez-y. Vous pouvez déjà installer. Donc, je présente le 4e cas clinique. Alors, il s'agit du patient Marwan, âgé de 7 ans, deuxième d'une fratrie de 2, originaire et résident à Marrakech, qui se présente pour des douleurs thoraciques droites avec une toux sèche. Donc, le début de la symptomatologie remonte à 1 mois par l'installation de douleurs thoraciques droites associées à une toux sèche avec un épisode d'hémoptysie, donc comme vous voyez sur l'image, sans autres signes associés, notamment il n'y avait pas de sueur nocturne, il n'y avait pas de notion de vomi, le tout évoluant dans un contexte de sensation fébrile et conservation de l'état général. Donc, à ce stade, est-ce que vous avez des diagnostics à évoquer? Donc, c'est une évolution de 1 mois, il n'y a pas de contexte de tuberculose dans la famille. Et c'est 1 mois d'évolution. Tuberculeux. Il n'y a pas de notion de traumatisme, il n'est pas connu porteur d'une malformation vasculaire. Donc, pour les antécédents, le patient il est vacciné, il n'y a pas de notion d'allergie, pas de notion de traumatisme, il n'y a pas de notion d'antécédents médico-chirurgicaux, jamais suivi pour une tuberculose, il n'y a pas d'antécédent familial particulier. Avec à l'examen clinique, un patient qui est stable, avec une bonne coloration cutanéo-muqueuse, il sature à 99% à l'aérobien, thorax symétrique, avec un examen thoraco-abdominal et cardiovasculaire strictement normal. Donc, au total, c'est un garçon de 7 ans sans antécédent pathologique particulier qui se présente pour une douleur thoracique chronique avec une toux et un seul épisode d'hémoptysie évoluant depuis 1 mois dans un contexte de conservation de l'état général et chez qui l'examen clinique il est normal. Avant la radio pulmonaire. Douleur basithoracique droite. Oui. Examen abdominal normal. Diagnostic avant. Kystidatique, rompu. Alors, kystidatique rompu, une tuberculose pulmonaire, une pneumopathie bactérienne, donc une pathologie tumorale, une dilatation de branches. Donc, premier examen demandé. Alors, interprétation s'il vous plaît. Une ascension de la coupole diaphragmatique droite, d'accord? Pas d'hépatomégalie. Pas d'hépatomégalie. Alors pour vous, la coupole diaphragmatique, c'est ça. C'est ça la coupole. C'est un kystidatique. Donc, qui dit que c'est un kystidatique? Qui dit Est-ce que vous avez besoin d'un autre examen? Le profil, donc j'ai pas de profil. Une échographie, oui, pour... Vous pensez qu'il y a quelque chose sur la base en postérieur, d'accord? En postérieur parce qu'on arrive quand même à voir une clarté de la coupole diaphragmatique droite. D'accord. Donc, même, voilà. Ce malade, pourquoi on a demandé une échographie? C'est parce qu'on arrive effectivement à voir un reflet de la coupole diaphragmatique. On s'est demandé, est-ce que c'est un kystidatique pulmonaire ou c'est une localisation hépatique? Donc, un balayage thoracique. Oui, absolument. Bien sûr, un bilan infectieux, une sérologie qui est négative, une CRP négative.
Donc, une échographie balayage thoracique qui a montré une individuation d'une formation kystique basithoracique droite de forme arrondie mesurant 45 x 34 mm. Alors, comment? Le reste, c'est-à-dire quand vous suspectez un kyste, vous voyez si on n'a pas... Il n'y a rien au niveau du foie. C'est les petits pointillés. Voilà. Échographie de l'abdomen, pas de localisation abdominale. Les autres localisations, on demande le bilan en fonction de l'orientation clinique. Donc, échographie abdominale, pas de lésion kystique. Et c'est une lésion qui est au dépend du poumon, au niveau du lobe inférieur du poumon. C'est un kyste hydatique. Donc, au total, c'est un garçon de 7 ans avec douleur thoracique chronique, tout sèche, examen clinique avec une opacité basithoracique droite bien limitée. Donc, c'est un kyste hydatique pulmonaire non rompu localisé au niveau du lobe inférieur du droit. Donc, le traitement du kyste hydatique, il est purement chirurgical. Donc, traitement. Et on insiste sur la prévention, qui est le traitement de choix de la pathologie hydatique. Donc, il faut lutter contre les chiens errants, la vaccination des chiens domestiques, donc lavage des mains et des aliments. La sérologie était négative, mais c'est intéressant de la demander donc, pour l'évolution par la suite, pour voir. Donc voilà. Merci. Donc c'est à mon tour de passer. Donc après avoir vu des cas de chirurgie viscérale pédiatrique et de thoracique pédiatrique, donc je me permets de vous présenter 2 cas d'orthopédie pédiatrique. Donc le premier cas, c'est un enfant qui est âgé, c'est un garçon qui est âgé de 9 ans. Donc il n'a pas d'antécédent pathologique particulier, donc il est bien vacciné, pas de notion de tuberculose, pas de notion d'hémopathie ou de cardiopathie, et pas de cas similaires. Donc il se présente pour des douleurs du membre inférieur gauche, donc qui évolue depuis 5 jours. Donc les douleurs sont apparues au niveau du fémur gauche, donc ils se sont accentuées. Donc 48 heures après, apparition de douleurs au niveau du membre inférieur droit. Donc le tout évoluant dans un contexte de pic fébrile, donc allant de 39 à 40 degrés, donc chiffré par la maman. Donc il n'y avait pas de notion de traumatisme, donc il se présente pour douleur. La première des choses à demander, est-ce qu'il y a une notion de traumatisme, et également notion de perte de poids. Donc à l'examen clinique, donc il était fébrile à 38,5, donc il était un peu tachycarde, avec une fréquence qui était à 120 battements par minute. Donc, il était donc apnéique, donc il saturait bien. Donc, il avait une boiterie des 2 côtés, mais surtout plus marquée au niveau du membre inférieur gauche. Il avait également donc, une tuméfaction au niveau de l'extrémité inférieure du fémur gauche. Donc, cette tuméfaction, elle n'était pas rouge, mais elle était quand même douloureuse à la palpation, elle était circulaire. Avec donc, le reste d'examen, donc, on a objectivé une douleur à la palpation du fémur gauche et des deux crêtes iliaques. C'est au niveau de l'extrémité inférieure du fémur gauche. Donc il y avait une... Pardon ? Oui, c'est métaphysaire. Donc toute la partie, presque tout le tiers distal de l'extrémité inférieure du fémur, donc avec une tuméfaction qui était douloureuse à la palpation. Il n'y avait pas chaude, mais il n'y avait pas de rougeur. Et aussi, également, il y avait une douleur à la palpation du fémur gauche et de 2 crêtes iliaques dans un contexte fébrile. Pour précision, s'il vous plaît, est-ce qu'il boite ou bien est-ce que c'est une impotence fonctionnelle? C'est une impotence fonctionnelle totale ou bien est-ce qu'il boite? Non. Il boite, il marche. Il marche, mais il boite. Oui, ça a commencé au niveau du fémur gauche, l'extrémité inférieure du fémur gauche, puis 48 heures après, c'est le fémur droit. Mais je pense que la boiterie, c'est une manifestation de la douleur. Donc ce gamin a mal. Oui, il a mal. Mais il boite, d'accord. Pardon? Les parties molles, voilà, il avait une tuméfaction. Oui, des parties molles, oui. Tuméfaction, donc l'extrémité inférieure. Non, c'était une tuméfaction de l'extrémité inférieure du fémur gauche. Il n'y avait pas de rougeur, mais c'était tuméfié, douloureux à la palpation.
Normal. Examen pleuro. Il était fébrile. Pardon? C'est ça donc ma question. Quels sont vos diagnostics? Voilà donc. Pardon? Voilà donc. Donc la première des choses à laquelle on a pensé, c'est le contexte infectieux. Donc une infection osseo-articulaire, donc compliquée de septicopie, mais surtout qu'il était tachycarde. Autre diagnostic? Quelle tumeur? Un sarcome d'Ewing, oui. Même si l'évolution aiguë, comme ça. C'est possible. C'est possible. Il y a des formes pseudo-infectieuses de sarcome d'Ewing, effectivement. Voilà, donc on n'avait pas donc. On a pensé surtout à l'urgence, c'est l'infection osseo-articulaire. Effectivement. Mais donc quand vous parlez d'infection ostéo-articulaire, en général, c'est invalidant, il ne pourra pas poser le pied. Pardon? Si c'est une infection ostéo-articulaire, il ne pourra pas poser le pied. Mais la tuméfaction, donc la douleur, tuméfaction Ne d'extrémité serait-ce que inférieure. l'ostéomyélite crée une impotence fonctionnelle totale. Donc c'était ça l'atypie de cette présentation, c'est ça l'intérêt de la présenter. Donc c'était un cas qui est atypique. Si c'était un cas atypique, on n'aurait pas présenté. Donc les examens complémentaires, qu'est-ce que vous... Radio thoracique, oui. Échographie de partie molle, donc un bilan biologique, CRP. La radiographie de grâce n'a pas été demandée, juste pour vous dire. Donc, n'a pas été demandée. Donc, on a trouvé donc, une hyperleucocytose donc à 15 000. Pardon? Donc, il y avait une hyperleucocytose à 15 000, la prédominance polynucléaire neutrophile à 12 000. Elle avait une anémie à 7 hypochrome microcytaire avec une CRP qui était à 180, une VS qui était à 70. Donc, les cultures, donc on a réalisé des hémocultures qui sont revenues négatives par la suite. Donc, la radiographie, donc, c'est ce qu'on avait, donc, ce qui a été demandé, donc, qui n'a pas objectivé d'anomalie. Donc, on a complété effectivement par une échographie qui a objectivé un abscesse périostée de l'extrémité inférieure du fémur droit, donc de 12 sur 17 mm. Pardon, c'est le fémur gauche. Pardon, c'est le fémur gauche. Le fémur droit, il n'y avait rien. Il n'y avait pas de tuméfaction, cliniquement ni rien. Donc, on a demandé l'échographie que pour le fémur gauche, là où il y avait la tuméfaction. Pardon? Non, c'est la douleur. Il y avait une douleur à droite, mais il n'y avait pas de tuméfaction. La tuméfaction, c'était à gauche. Oui, c'est une douleur qui était circulaire. Donc, votre diagnostic? Donc, une infection osseo-articulaire compliquée d'ocypticopioïmie. Donc, effectivement, donc on a conclu donc, à une ostéomyélite multifocale, donc compliquée de ocypticopioïmie. Donc, le patient a été mis sous antibiothérapie, donc acide amoxicilline, acide clavulanique à raison de 150 mg kg en 4 prises, associé à la gentamicine, vu que c'est un contexte donc une septicopioïmie, donc à raison de 5 mg par kilo. Donc, durant l'évolution, donc amélioration de l'état général, elle est devenue apéritique, apnéique, elle a commencé quand même à manger un petit peu, mais, pardon? Vous auriez traité de la même manière? Oui, de la même manière. Normalement, le diagnostic de l'ostéomie, c'est un diagnostic qui est clinique. Non, au cas où, parce que l'abcès là, même s'il n'avait pas d'abcès. Même s'il n'avait pas d'abcès, l'ostéomie, c'est un diagnostic qui est clinique. Donc, douleur osseuse, fièvre, CRP élevé, c'est un diagnostic qui est clinique. On aurait fait la même chose. Le caractère multifocal, est-ce que vous auriez pensé à d'autres diagnostics? Est-ce que vous auriez... C'est un autre cas clinique. C'est ça l'intérêt, donc, toujours ça l'intérêt donc, de présenter ce cas. Donc, je vous rappelle donc que le diagnostic de l'ostéomyélite, c'est un diagnostic qui est clinique. Douleur osseuse fébrile, donc il faut traiter comme ostéomyélite, ne pas attendre même les examens complémentaires. Donc, durant l'hospitalisation, donc, comme je vous dis, donc, amélioration de l'état général, mais aggravation de la douleur osseuse.
Pardon? Négative. Non, il n'y a pas d'aggravation locale. Tuméfaction. Non, c'est toujours les deux fémurs. C'est toujours la même localisation, sauf que c'est aggravation de ces douleurs-là. Pardon. Pardon. J'ai une petite question pour les profs à propos de cette atteinte multifocale. Est-ce qu'on n'a pas le droit de penser à un déficit immunitaire, de faire un bilan comme ça? Oui, après, mais ça, il faut traiter de l'urgence, mais après, oui. Oui. Comme des cas comme ça atypiques, on a une évolution qui est atypique, on demande toujours un avis des pédiatres pour la recherche de déficit immunitaire, effectivement. Il n'y avait pas d'épanchement articulaire, c'était l'extrémité inférieure du fémur. Là, le genou, pas de choc rotulien, la hanche, rien. Rien du tout. Certes, il y avait le petit abscesso-périosté, mais qu'on a décidé de respecter. Presque 1 cm, on n'a pas drainé. Ok. C'était de petite taille, 1 cm, donc on a décidé de traiter médicalement. Radio thoracique, voilà, donc il faut compléter la radio thoracique, écho-cœur, un autre foyer qu'il faudrait. On a d'abord demandé un bilan de contrôle, donc il y a objectif donc des blancs qui sont normalisés avec un CRP qui est passé de 180 à 32 et la vitesse de sédimentation qui est passée de 70 à 40. Donc, devant cette évolution qui est anormale, on a plutôt demandé une IRM des deux membres inférieurs, donc pour mieux localiser, pour mieux chercher. Donc, non, on n'a pas changé d'antibiothérapie. Tant qu'on n'a pas de... L'évolution était favorable. On avait une évolution clinique qui était favorable. L'évolution clinique était favorable. Elle est devenue apéritique. Elle est devenue apéritique. Non, elle est devenue apéritique. Donc, sauf la douleur osseuse qui s'est aggravée. Voilà. Donc, l'IRM, toujours en faveur d'une ostéomyélite multifocale. Plusieurs lésions ostéolytiques des deux fémurs, donc avec un abscesso-périosté qui était presque de la même taille. Oui. Tuberculose, évolution aiguë comme ça de 5 jours. Pardon? Elle était très fébrile avec très inflammatoire. Très inflammatoire, mais qui s'est améliorée après antibiothérapie. Non. Cliniquement, il n'y avait rien. Cliniquement, elle était bien, sauf la douleur osseuse. C'est chronique. Oui, multifocale. Chronique ou multifocale, mais ce n'est pas le tableau. Et c'est une évolution qui était aiguë. Donc, nous aussi, nous étions bloqués devant ce cas. Donc, on a discuté à maintes reprises, on a discuté entre équipes. Donc là, on a décidé, lors d'une discussion, on a décidé pourquoi pas ne pas demander une échographie abdominale. Oui. Je ne voulais pas annoncer le diagnostic dès le début. On a une arrière-pensée. Pourquoi on va demander à la recherche donc, de quelque chose qui peut expliquer ce tableau clinique. Excusez-moi, je vais juste pour avoir une précision. Quand on a des douleurs osseuses comme ça, il faut penser à la tumeur. Il faut chercher la tumeur. Il faut aller chercher la tumeur. Est-ce qu'elle est localisée ou est-ce qu'il y a autre chose? Et donc là, on est parti dans cette optique-là. Oui. L'infectieux en premier. Et l'infectieux. Devant... L'infectieux, voilà. Voilà, c'était ça l'intérêt aussi de la présentation. Donc effectivement, l'échographie abdominale, donc complétée par un scanner qui a objectivé un neuroblastome, donc un neuroblastome donc surinalien droit, donc avec multiples adénopathies. Donc on a complété par une scintigraphie IMI-BG, donc qui a confirmé le diagnostic avec une captation qui est diffuse et multiples localisations osseuses, notamment la BOM. Donc, il a objectivé une atteinte de la médulaire, c'était un stade 4. Donc, juste pour vous rappeler que le neuroblastome, donc les manifestations orthopédiques du neuroblastome donc, peuvent aller de 9 à 19% des cas. Donc, il faut toujours garder dans l'esprit
toute douleur osseuse qui ne fait pas sa preuve chez l'enfant, il faut toujours chercher, donc faire un examen abdominal et chercher localisation notamment, donc abdominal notamment un neuroblastome. Merci.